Alors ça y est, c'est la vidéo où je vais parler de Final Fantasy VII Rebirth en full spoiler. Spoiler warning, spoiler alert, avertissement spoiler. Si vous n'avez pas fait Final Fantasy VII Rebirth et vous comptez le faire, évidemment cette vidéo n'est pas pour vous. J'ai fait un test no spoiler, zéro spoil de Final Fantasy VII Rebirth qui est dispo sur ma chaîne déjà. Je vous mets le lien en description, peut-être en commentaire épinglé et ce sera aussi en fin de vidéo je pense. Mais en tout cas, si vous n'avez pas fait FF7 Rebirth, ne regardez pas cette vidéo, ça va vous spoiler un max. Pour ceux qui ont fait Final Fantasy VII Rebirth et vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous voulez parler de FF7 Rebirth en full spoiler, vous êtes bien tombé. On va parler, je vais pas faire un test du jeu de nouveau, genre cette vidéo n'est pas un test spoiler. Cette vidéo est une vidéo où je vais parler de ce qui m'a marqué le plus dans le jeu. Et il y a des moments, je pense, qui coïncident avec, je pense, tous les joueurs. Mais on va en parler direct dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est le dernier moment. Maintenant, on parle en spoiler. C'est la jungle ici, il fait très chaud. J'espère qu'il fait un peu plus frais chez vous. Ici en Australie, c'est encore un peu l'été. On arrive en automne, donc Dieu merci, ça va se rafraîchir bientôt. Ou peut-être j'ai chaud parce qu'il y a Cloud à côté de moi. Oh. Allez, on va commencer par parler de Zack. C'est un élément donc de FF7 Rebirth qui était nouveau. On attendait tous de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec Zack. Est-ce qu'il a survécu? C'est quoi le délire? Bon, j'essaie avec moi-même de faire comment je vais parler de tout ça dans un ordre spécifique et pas trop vous mener à confusion. C'est obligé quand je parle de Zack de parler du multivers FF7 parce que oui, ça y est, pour moi c'est confirmé dans FF7 Rebirth, il y a un multivers. Sauf qu'il y a un petit twist dedans. Enfin ça c'est ma théorie, c'est un petit twist. Mais ça on parlera avec la mort d'Aerith plus tard. Parlons de Zack. Alors dans le jeu, on joue Zack dans un monde parallèle de FF7 Rebirth. Donc on a le monde normal du joueur, je vais appeler le monde du joueur, ça c'est notre monde à nous. On vient de sortir de Midgar, on va vers Kalm et là on va essayer de retrouver Sephiroth et voir un peu ce qui se passe. Donc la mission principale du joueur, c'est retrouver Sephiroth. C'est ça notre mission principale. Ok? Donc ça, c'est le monde du joueur. Et il y a le monde de Zack. On va l'appeler ça comme ça pour l'instant, le monde de Zack, où on comprend pas tout au début ce qui se passe et on finit par comprendre qu'en fait, c'est un monde qui est en train de mourir. Alors, ma théorie, c'est peut-être un monde qu'on appelle limbo en anglais, c'est-à-dire, si vous avez regardé Lost, la série Lost, je trouve qu'il y a un petit élément de Lost dans FF7 Rebirth. En gros, c'est un purgatoire, une espèce de purgatoire, je pense, où ils sont en attente, en fait. Et dans ce monde parallèle, donc le monde de Zack, Avalanche est mort sauf Biggs, la maman d'Aerith, enfin, la maman adoptive d'Aerith est toujours vivante avec Marlène et tout. Et Zack arrive et il y a Aerith qui est dans le coma. Il sauve Aerith et elle est dans le coma. Et il y a Zack dans le coma. Il y a Cloud dans le coma aussi. Donc c'est un peu complicado. Et en plus, quand lui, il parle avec Biggs, Biggs parle de Cloud comme le Cloud qu'on connaît nous. C'est assez bizarre. Et en fait, pour moi, je comprends qu'en fait, la Aerith qu'on a dans ce monde-là, c'est la Aerith donc du monde de Zack. Et le Cloud, je pense, le Cloud qui est dans ce monde-là est celui qui est arrivé avec Zack. Donc il y a un côté confus avec ça parce que pour moi, Zack et Cloud ne sont pas des éléments de ce monde-là naturellement, en fait. Il y a un truc qui s'est passé. Zack était supposé mourir avant d'arriver à Midgar, mais quelque chose s'est passé et il a été transféré. Non, ça c'est ma théorie. Il a été transféré dans le monde donc du purgatoire où Avalanche est mort, il n'y a que Biggs qui a survécu, Aerith est dans le coma, et il y a la Materia blanche qui est toujours là. Très important, cette Materia. Donc moi, Zack, là, son rôle, en fait, c'était d'être un peu notre guide dans ce monde de purgatoire. Et je sais, moi, par exemple, quand je jouais Zack, à un moment donné, je crois après la 3e fois qu'on a incarné Zack, j'ai compris qu'en fait, ce n'est pas du tout un personnage qu'on va jouer dans le jeu. On l'incarne juste en tant que spectateur. On est vraiment, en fait, perdu avec lui dans le monde du purgatoire. Après, on adhère ou pas. Moi, franchement, personnellement, j'ai apprécié. J'ai apprécié qu'en fait, on n'avait pas à jouer un autre jeu dans le jeu. Parce que si on devait jouer Zack en améliorant ses skills, à choisir ses skills, ses matérias, aller acheter du matériel, farmer avec lui, j'aurais détesté. Pour moi, ça aurait été vraiment le coup à ne pas faire. La façon dont ils ont fait Zack, pour moi, je trouve que c'était très bien fait, très bien amené. Parce qu'en fait, moi, mon opinion sur Zack,
depuis le début, moi j'adore Zack dans l'original. Donc Crisis Core Reunion, j'adore le lore, j'adore tout ce qui a été amené avec ça, mais le jeu lui-même, le personnage de Zack, je trouve qu'il a été dilué en fait de sa force originale. Ça c'est mon opinion à moi, je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, ça c'est mon opinion à moi. Donc j'avais trouvé que son impact avait été réduit avec Crisis Core. Surtout que moi je trouve que sa mort dans le jeu original était beaucoup plus impactant, beaucoup plus fort que sa mort dans Crisis Core Reunion. Mais là dans FF7 Rebirth, et Hamaguchi l'avait bien précisé avant, ce n'est pas le Zack du jeu original, ce n'est pas le Zack de Crisis Core, c'est un autre Zack. Celui-là c'est Rebirth Zack. Donc celui-là, qu'est-ce qui va lui arriver à la fin? Parce que quand on le quitte, on ne sait pas en fait, parce qu'on le quitte sans savoir si on va le revoir ou pas. Lui il nous dit au départ au revoir, et ensuite il dit il y a peut-être une chance que on va se retrouver parce que les mondes parallèles vont peut-être se réunir. Moi, ma théorie, c'est qu'il va arriver dans le combat final du troisième jeu, et il sera là en guest star pour nous aider. Un peu comme l'a été le grand combat final de ce jeu-là, de Rebirth, on a eu des guest stars. Là, c'est pareil. Je pense qu'il va revenir plus tard en tant que fantôme ou guest star. Je ne pense pas qu'on va réincarner Zack dans Final Fantasy VII 3. Je vais appeler ça Reunion. Moi, personnellement, je pense que ça s'appelait Reunion. Même si je sais qu'il y a Crisis Core Reunion, je pense que ça s'appelait FF7 Reunion. Bref, je pense que dans le troisième, dans Reunion donc, il va apparaître en tant que guest star. Moi, personnellement, donc, ce que moi j'ai aimé dans Rebirth avec Zack, il y a un moment, la conversation qu'il a avec Marlène à propos d'Aerith. Il lui pose la question, est-ce que Aerith aime Cloud? Et là, Marlène cache, elle lui dit, oui, elle aime Cloud, mais c'est parce que tu n'étais pas là. Et là, je trouve que ce côté-là, je vais vous expliquer, ça m'a touché parce que ça, c'est Zack. Ça, c'est le Zack que j'ai aimé. Le héros tragique qui aurait pu avoir l'amour de sa vie. Mais sa vie à lui a été arrêtée tragiquement. Il n'a jamais pu accomplir son destin. Son destin est un destin arrêté. Et ça, son destin de héros, je veux dire, c'est un destin de héros arrêté. Et ça, c'est la tragédie de Zack. Et là, dans ce moment de Final Fantasy VII Rebirth, j'ai retrouvé ce sentiment de ce héros qui a été tragiquement, ses ailes ont été coupées en fait. Quand Marlène lui dit, c'est parce que tu n'étais pas là. Là, Zack ressent la perte, the loss. Il y a une perte qu'on ressent avec Zack. Et ça, j'ai kiffé. Ça, j'ai vraiment, vraiment kiffé parce que pour moi, c'était ça le point de Zack dans le jeu original. C'était le message, ce héros qui aurait dû être un héros, qui n'est pas devenu un héros. Et là, pour le coup, dans ce moment-là, il réalise sa perte, il réalise qu'il a perdu. Et un moment fort qui fait que Zack, on l'adore, à un moment donné, il doit choisir. Soit il va trouver un remède pour Cloud, soit il va sauver Biggs. Et son cœur, en fait, il se dit, c'est Cloud. C'est Cloud qui doit survivre. Donc, je vais essayer de sauver Cloud. Il aurait très bien pu être égoïste et aller faire sauver Biggs et arrêter l'explosion du réacteur. Mais il a choisi d'essayer de trouver un remède pour Cloud pour pouvoir qu'il sauve lui Aerith. Parce qu'il s'est dit, Zack, c'est pas lui qui va sauver Aerith, c'est Cloud. Et là, dans ce moment-là, Zack Fair est redevenu ce personnage que j'avais aimé dans le jeu original. Je trouve qu'il a retrouvé de sa superbe dans ce moment-là. Après, je suis d'accord que je trouve que peut-être ça a été un peu longué les moments avec Zack dans le jeu au global, mais pour moi, ça en valait la peine juste pour ces deux moments forts du personnage de Zack. Incroyable ces deux moments. Ensuite, dans les fanservices, quand il arrive à la fin et il revoit Cloud, et il voit que Cloud est devenu quelqu'un d'autre et il est devenu un héros accompli. Et donc, Zack peut très bien s'en aller, dire au revoir parce que, voilà, entre guillemets, le monde est entre de bonnes mains. Aerith est entre de bonnes mains, entre guillemets. Parce qu'on ne sait pas évidemment que Zack sait si Aerith est morte ou pas. C'est resté en point d'interrogation. Mais on va parler de ça plus en détail avec la partie Aerith, la mort d'Aerith. Mais là, pour Zack, moi personnellement, je pense que ce personnage, l'ajout de personnage de Zack dans Final Fantasy VII Rebirth, personnellement, ça m'a touché à cause de ces deux moments dont je viens de parler. Pour moi, c'est une réussite, en vrai. Une réussite malgré, je trouve, peut-être le côté un peu too much de certains moments de Zack dans le jeu global, mais rien que pour ces deux moments, ça en valait la peine.
Avant de parler de la mort d'Aerith, j'ai envie de parler de l'histoire en général, au global, de ce Rebirth. Parce que j'avais peur, hein. Moi je suis quelqu'un qui avait apprécié Remake dans sa deuxième run, mais ma première run de Remake avait été plutôt négative. Parce que j'avais pas trop kiffé les fillers, les whispers, vous appelez ça les fillers en français, et certains éléments du jeu qui ont été changés, qui ont été étirés, et j'avais trouvé ça au final barbant, et ça, il n'y avait pas d'émotion, il y avait presque limite zéro impact en termes d'émotion. Par exemple, quand Avalanche meurt, etc. Je sais que je suis parmi les seuls qui kiffent Avalanche dans le jeu original. L'Avalanche, le groupe de base qu'on rencontre au début du jeu et qui meurt dans le pilier. Moi, j'avais adoré cette partie-là parce que c'est tellement fort, tellement brutal. Et dans le remake, bref, j'ai pas du tout kiffé. J'ai trouvé ça vraiment mal fait. Et donc, pour ce Rebirth, j'étais parti un peu au départ. Quand j'ai commencé le jeu, je me dis, bon, j'espère qu'ils vont mieux gérer ça. Mais il y avait la démo que j'ai faite et la démo m'avait rassuré. Mais bon, une démo, ça reste une démo, c'est pas le jeu complet, mais je me dis que c'était rassurant. Et là, quand j'ai fait le jeu, putain que ça m'a rassuré, putain que c'est bien écrit. Vraiment, je trouve qu'il y a eu un level up de fou dans l'écriture, que ce soit par exemple la partie de Junon, toute la partie de Junon, même du moment que tu es sous Junon, que tu vas à Junon, que tu infiltres comment on appelle ça, la parade, c'est pas la parade qu'on dit en français. Bref, vous comprenez, la marche là en soldat que vous faites avec votre troupe et que vous voyez Rufus et qui fait son discours et tout. Super moment. Pour moi, ça c'est un des meilleurs moments du jeu, un des points forts du jeu avec la musique pendant le discours du Rufus. Incroyable, le coup de canon qui amorce, si vous voulez, le prochain jeu, parce qu'il y aura la guerre avec Wutai. Je pense que Wutai, évidemment, on va l'explorer dans le prochain jeu avec Yuffie, etc. Parce que évidemment, là, on a Yuffie dans le jeu, mais Yuffie, son rôle reste plutôt d'assistance, plus qu'elle n'a pas un rôle très mis en avant, dans le sens qu'on n'a pas une histoire à proprement parler avec elle. Il y a une histoire personnelle, etc., comme d'habitude, mais son histoire globale avec Wutai, on l'a pas encore eu. On l'aura dans le troisième, pareil avec Sid et Vincent. D'ailleurs, en parlant de Sid et Vincent, putain, j'ai adoré Sid. Sid, il est génial. Sid, je l'adore. Je l'adore, il est kiffant de ouf, vraiment je l'aime beaucoup dans ce jeu. Je sais qu'ils ont changé un peu son histoire, parce que dans le jeu original, quand on le rencontre, il est déjà cynique, vraiment un aigri de la vie, parce qu'il a eu beaucoup de... pardon, il est désenchanté pour dire ça. Et là, pour le coup, quand on le rencontre dans Rebirth, c'est pas du tout le même Sid, c'est un Sid un peu plus solaire, il est plus joyeux, mais on sent quand même qu'il y a quelque chose derrière. On sent qu'il y a quelque chose derrière. Pourquoi? Parce que c'est Final Fantasy VII et tous les personnages ont toujours un petit côté dark, une histoire sombre derrière le sourire, derrière le masque. C'est un peu un des thèmes du jeu. Tous les personnages qu'on rencontre ont toujours quelque chose derrière qui fait qu'ils ont un côté triste, un côté presque aigre-doux, si vous voulez, doux-amer, je sais pas comment on dit. Mais en tout cas, avec Sid, j'ai hâte de voir comment ils vont amener son histoire. Parce que si vous connaissez son histoire originale, c'est assez impressionnant. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont faire ça. Et ensuite, on a aussi Vincent. Je sais que certains peut-être étaient déçus que Vincent n'arrive que dans le dernier acte, vraiment au dernier moment. Mais moi, comment vous aurez pu faire autrement, je pense, c'était pas possible. Le jeu est beaucoup trop généreux. Il y a beaucoup trop de choses parce que c'est un jeu moderne de 2024. On n'est pas en 97. Il y a des comment on dit ça? Il y a des ajouts, pardon. Il y a des ajouts qui ont été mis dans ce jeu qui font que le jeu est devenu beaucoup plus généreux. On a des scènes, dialogues avec du voice acting. Ça aurait été vraiment, je pense, de l'overdose. Et ça aurait trop gonflé, ça aurait ballonné le jeu que d'avoir une histoire de Sid et de Vincent en même temps dans ce jeu-là. Pour moi, je trouve que justement Vincent et Sid ont un rôle approprié avec une durée appropriée. En fait, ils ne prennent pas la lumière en fait des autres persos pour l'instant parce qu'il y a tellement à faire. Il y a l'histoire de Barrett, il y a l'histoire de Tifa, il y a l'histoire d'Aerith, il y a l'histoire de Cait Sith parce que dans Rebirth, on voit vraiment un peu l'arc de Cait Sith. Moi j'adore Cait Sith en passant. Moi je l'adore. Moi j'ai joué le jeu en anglais, si vous ne saviez pas. J'ai joué le jeu en anglais. J'adore la version anglaise, c'est ma version préférée. Et Cait Sith en anglais, il est génial. Sa voix est géniale. Le doubleur fait un taf de ouf. J'ai surkiffé ma race avec Cait Sith. C'est un personnage que j'adorais déjà dans l'original et que j'adore toujours dans celui-ci. J'adore sa personnalité. J'adore l'accent qu'il a. J'adore le fait qu'il est développé dans les scènes avec Cloud, avec les autres.
Et même quand il trahit, au final, je trouvais que c'est un super twist. Si vous ne connaissiez pas, je pense que ça peut-être vous a surpris. Je ne sais pas. Parce qu'en fait, le côté, comment on dit en anglais, le red herring, le côté un peu genre, on vous fait croire que c'est pas ça, on vous confuse un peu. Parce qu'il dit déjà que c'est un employé de Shinra. Donc tu dis, employé de Shinra, est-ce que tu vas le trahir? Au final, on passe du temps avec lui, on s'attache à lui et tout. On se dit, bon, on est safe. Et puis au final, non, il vous trahit bien. Oui, il vous trahit. Et ça, je trouve que c'est un très bon twist dans l'original et c'est toujours un très bon twist dans ce Rebirth. Et d'ailleurs, on le rencontre au Gold Saucer qui est juste sublimé. Et ça, c'est le mot clé de ce Rebirth. Pour l'histoire, pour les personnages, pour la globalité de ce jeu, c'est sublimer l'original. On dit souvent qu'avec un remake, c'est difficile de retrouver le feeling, retrouver les mêmes sensations que dans l'original. C'est vrai pour moi pour FF7 Remake. J'ai pas retrouvé exactement le même feeling à la mort d'Avalanche, etc. parce que j'ai trouvé que c'était mal fait. Le World Market, j'avais apprécié. Pour moi, le World Market dans la version remake, c'est la meilleure version qu'ils auraient pu faire du World Market en 2020. Parce que les choses ont changé, les graphismes sont beaucoup plus améliorés, c'est beaucoup plus réaliste. Ils pouvaient pas faire exactement ce qu'ils avaient fait en 97, qui était vraiment osé, vraiment caliente. C'était pas possible. Et donc, du coup, ce qu'ils ont fait en 2020 avec le World Market, j'ai trouvé que c'était quand même bien fait, bien mené. C'est le moment le plus réussi en hommage à l'original d'un remake pour moi. Voilà. La tour Shinra pour moi c'est raté, c'est vraiment raté et moi je suis prêt à, comment dire en anglais, die on this hill. Pour moi je trouvais que la tour Shinra est probablement la plus mauvaise partie du remake avec la mort de Jessie. Oui je sais, j'invite vraiment le débat avec ça, mais pour moi vraiment c'était la pire parce que la tour Shinra dans l'original est 1000 fois mieux, 1000 fois mieux. Mais bref, on n'est pas là pour parler du remake, on parle du Rebirth. Je dis ça parce que pour moi, à la fin du remake, j'ai pas pensé que ça a sublimé l'original. Mais putain de merde, ce Rebirth, lui, l'a sublimé. Il a sublimé les moments que j'ai reconnus de l'original qui est dans Rebirth. Oh, c'est absolument dingue. Dingue. La partie Gold Saucer, la date, le fait qu'ils ont vraiment amélioré le côté affection avec les personnages. Maintenant, tu peux faire des quêtes annexes qui ont été retravaillées pour que ce soit des quêtes personnelles. Comme ça, quand tu fais une quête personnelle, donc si c'est une quête en rapport avec Barrett, en complétant cette quête, en choisissant les bons dialogues, tu vas avoir des points d'affection avec Barrett. Et pareil pour les autres quêtes, si tu veux Tifa, tu veux Yuffie, tu veux Red, tu fais ce que tu veux, tu peux avoir des points d'affection et tu vois où ça va te mener à la date donc avec le personnage que tu as choisi. Moi, dans ma première run, j'avais choisi Barrett parce que bon, je suis homosexuel et je voulais mettre Cloud avec un mec et le seul qui était dispo, c'était Barrett. Donc bon, voilà, c'est pour ça que j'ai mis Barrett. En plus, je trouve qu'il formerait quand même un couple pas mal. Mais bon, dans ma deuxième run, j'ai choisi Aerith parce que je suis Team Aerith. Oui, je sais, il y en a qui sont Team Tifa, etc. Moi, je suis Team Aerith. J'adore Tifa, je l'adore, c'est ma girl aussi. Mais quitte à choisir, si j'étais hétéro, j'aurais choisi Aerith. Donc bon, voilà, mon Cloud, il aime Aerith. Et donc, la date avec Aerith, et même Barrett, hein, mais la date en question, c'est étirée et vraiment d'une belle façon parce qu'on fait vraiment quelque chose d'extra. On fait la pièce. Moi, j'ai adoré la pièce parce qu'il y a vraiment un gameplay, il y a un combat stylisé, cinématique avec sur la scène. Et à un moment donné, moi, j'ai hurlé de rire et j'ai stanné ça quand tu devais choisir à qui déclarer ta flamme. Et moi, dans ma run, j'avais Barrett, j'avais Red et j'avais Aerith. Dans mon premier run, j'ai choisi Barrett et c'était génial. Ils ont fait un petit fan service, un petit clin d'œil aux joueurs qui sont gays ou qui auraient aimé voir Cloud avec un mec. J'ai trouvé ça très sympa de leur part parce que bon, canoniquement dans le jeu, Cloud, c'est nous qui choisissons avec qui il est, dont il est amoureux et avec qui il est le plus proche. Après, certains feront évidemment le débat que non, c'est Tifa, non, c'est Aerith. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que ça sert à rien. Moi, dans ma version de FF7, mon FF7, c'est Cloud et hétéro, c'est Aerith, c'est Cloud et homo, ce serait Barrett. Donc bon, voilà. Ou Sephiroth, ou Zack. Bon, bref, c'est pas grave, on s'égare. En gros, moi, j'avais adoré cette mécanique. Et donc, dans ma deuxième run, j'ai choisi Aerith, etc. Et j'ai trouvé ça super cool parce que ça donne vraiment cette connexion avec les personnages que j'adore. Il y a vraiment cette cohésion d'équipe qu'on retrouve dans Final Fantasy VII Rebirth. Vraiment, c'est là, je crois que j'avais pas eu ça dans Remake, mais là, dans Rebirth, il y a vraiment ce côté où on est une équipe, on est une team, on est ensemble. Il y a plein de petites dynamiques qui se jouent. T'as Tifa et Aerith qui sont
presque comme des sœurs. T'as Yuffie qui fait un peu genre, comment dire, c'est un peu la peste, mais on l'adore quand même. T'as Barrett qui est un peu le papa. Il y a Red qui, finalement, on voit que c'est un adolescent. En gros, et moi j'ai adoré ce changement, ce twist. Je suis surpris que les gens ne s'attendaient pas à ça, ceux qui ont joué à l'original, parce que dans l'original, malheureusement, vu qu'on n'a pas la voix doublée, on ne voit pas trop cette transition, mais dans l'original, il y a cette transition de Red à Nanaki. C'est comme ça que moi je les vois. Red, c'est son personnage, sa personnalité genre adulte, coriace, guerrier, et Nanaki, c'est le vrai Red, en gros, c'est Nanaki. Et Nanaki, c'est l'adolescent. Et moi, dans l'original, j'avais remarqué ça parce que quand on arrive à Cosmo Canyon, il y a un changement avec Red, et on découvre ensuite par la suite que c'est Nanaki, blablabla. En gros, dans l'âge humain, il aurait 16 ans. Et dans Rebirth, vu que c'est joué par quelqu'un et c'est doublé, là, c'est beaucoup plus flagrant et j'ai adoré. J'adore sa voix de Nanaki comme j'adore sa voix de Red. Pour moi, c'est vraiment bien géré. Bref, pour revenir donc à la date, à la fin, on part donc sur le Sky Wheel et moi, j'ai adoré ce moment. Parce que c'est un moment qui est utilisé non seulement pour donner un côté romantique ou amical, ça dépendra avec qui vous êtes. Mais là, je veux parler d'Aerith. Quand j'étais avec Aerith dans le Sky Wheel, c'était vraiment magnifique parce que c'est le moment si vous avez Aerith à son affection maximale, on voit Aerith qui dit à Cloud que ça y est, que en fait avant, la raison pour laquelle elle était attirée par Cloud, c'est parce qu'elle lui rappelait Zack. Mais ce n'est plus le cas. Maintenant, elle veut Cloud. Elle veut voir Cloud. Elle veut le trouver. Cloud qui est quand même très... il s'isole beaucoup, Cloud. Il se cache derrière un mur. Et là, pour la première fois avec Aerith, il la laisse entrer. Le moment où il attrape sa main, il lui dit « Oui, tu peux entrer. » Ça y est. Pour moi, c'était un moment extrêmement important. Aerith est celle qui le fait ouvrir son cœur en gros. Et c'est là que ce moment j'ai adoré. J'ai adoré ce moment, j'ai surkiffé ce moment. Et chaque date a sa propre thématique, sa propre mécanique et tout. Même pas mécanique, je veux dire, sa propre cinématique, comment ça se passe, etc. J'ai adoré celle d'Aerith, j'ai trouvé ça très beau. Et pour moi, ça cimente leur relation en tant qu'amoureux. En fait, Cloud est amoureux d'Aerith et Aerith amoureuse de Cloud. Et ça, j'ai trouvé ça excellent. C'est vraiment très bien fait. Si vous choisissez Aerith, évidemment, dans ce moment-là, c'est celle qui sera plus proche. Après, si vous choisissez Tifa, c'est elle qui sera plus proche. C'est vous qui décidez, en vrai. C'est vous qui décidez. Moi, j'adore ça. Le jeu vous donne le choix de qui vous voulez que Cloud soit amoureux. Pour moi, ce fut Aerith. Donc, moi, j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé que ça sublimait la date de l'original. Je préfère la date de Rebirth que celle d'original. Voilà, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus touchant. C'est beaucoup plus poussé, beaucoup mieux écrit. Voilà, pour moi, vraiment, ils ont sublimé ça. Et pour moi, c'est un truc qui résume ce jeu. C'est un jeu qui sublime l'original tout en ajoutant quelque chose de nouveau. Et pour moi, c'est ça qui est supposé faire un remake. Pour moi, un remake, c'est pas changer l'histoire, c'est pas changer un truc, changer les twists, juste parce que il faut, parce que sinon ça va pas surprendre personne. Mais non, pour moi, un remake est supposé sublimer ce qui a été fait avant. Si vous faites un remake dans le sens que vous voulez vraiment rebooter l'histoire, réécrire l'histoire, c'est pas un remake, c'est inspiré, c'est basé sur ce qui a été fait avant, mais là c'est tout nouveau. Ça c'est différent. Là oui, là vous pouvez changer ce que vous voulez, changer les twists, voilà, ce que vous voulez. Mais quand c'est un remake dans le sens qu'on refait l'histoire, tu sublimes l'original, tu ajoutes des choses, oui, tu ajoutes des choses qui construisent, qui ajoutent un peu de niveau de lecture à l'histoire originale, ça oui, mais tu réécris pas complètement l'histoire, c'est complètement con. Enfin, moi je trouve, pour moi c'est pas ça un remake. Et là, Rebirth, moi, il a vraiment fait ça. Il a vraiment fait le travail on a sublimé ce qui a été fait avant et on ajoute des choses, on va même ajouter des mystères en plus qui restent quand même dans l'ADN du jeu original. Parce que oui, avec le remake, si vous n'avez pas suivi, le remake, en gros, c'était un jeu de mots parce que c'est Sephiroth qui veut refaire la timeline. C'est Sephiroth qui veut refaire la timeline, où il veut remaker, en fait, le monde de FF7. C'est un jeu de mots, en gros. C'est un remake, oui, dans le sens que c'est un jeu de 97 qui est refait en 2020, mais dans le sens du jeu, dans l'histoire du jeu, c'est remake dans le sens que Sephiroth veut remaker son histoire et l'histoire du FF7. Donc, c'est quand même assez logique. Moi, j'ai pas trop adhéré à ce concept, j'avoue, mais dans ma deuxième lecture du jeu, j'ai quand même plus kiffé. Et là, Rebirth m'a rassuré et je me dis, ok, je vois où tu veux aller, je vois un peu, je sais que tu vas me surprendre, FF7, cette nouvelle trilogie va me surprendre,
mais je sais quand même que tu vas respecter l'original. Et là, on arrive à un moment fatidique du jeu qui m'a complètement bouleversé, évidemment. Ça m'a bouleversé en 97 et ça m'a encore plus bouleversé en 2024. C'est Aerith, le personnage déjà dont je suis fou amoureux, mais aussi un des moments les plus forts du jeu vidéo, un des moments les plus iconiques du jeu vidéo, l'équivalent, si vous voulez, du Red Wedding de Game of Thrones, quand tout le monde, voilà, vous savez, le Red Wedding de Game of Thrones, là vraiment, ou si vous voulez, le twist à la Star Wars, je suis ton père, dans le jeu vidéo, pour moi, c'est la mort d'Aerith. C'était la grande question qu'on se posait tous avant l'Assassin's Creed Rebirth. Est-ce que Aerith va mourir? Est-ce qu'elle va être sauvée? Est-ce que c'est un autre personnage qui va mourir? Est-ce que c'est Cloud qui va mourir et Zack va prendre sa place? Et pour ça qu'il y a Zack dans le jeu. Ils nous ont bien eu quand même. Hein. Oh là 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 là. Même jusqu'au dernier moment, ils m'ont eu. Hein. Vous savez, d'ailleurs, j'ai mis la vidéo sur ma chaîne, ma réaction brute, la première fois que j'ai fait le jeu, quand Cloud, attaque Sephiroth quand Sephiroth essaie de tuer Aerith et il le bouscule et on croit qu'il arrive à sauver Aerith alors que non, ou peut-être que si. Allez, on en discute là parce que le monde, bon. Alors, la grande question, est-ce que Aerith survit ou pas? Est-ce qu'il y a un monde parallèle où elle survit? C'est ça la grande question, je pense que tout le monde se pose. Si vous avez compris un peu la scène et le jeu depuis le début du jeu jusqu'au moment où on arrive jusqu'à Aerith, le jeu vous fait comprendre, il y a un monde parallèle. Il y a des mondes parallèles. Sephiroth lui-même lui dit de sa bouche, il y a des mondes parallèles. Il y a un multivers. Et qui est basé, enfin moi c'est ce que j'ai compris, dans les commentaires dites-moi si vous n'êtes pas d'accord ou d'accord, mais c'est des moments émotionnels extrêmement forts, tellement forts que ça fracasse, que ça ça fissure le temps, ça fissure le monde et il y a un monde parallèle qui est créé en fait, qui est une espèce de, quelque chose qui aurait pu arriver. C'est l'émotion, par exemple, la mort de quelqu'un va créer une timeline et si elle survit, ça crée une timeline, blablabla, ce genre de choses. Donc il y a des mondes parallèles basés sur l'émotion, etc. Parce que Sephiroth, en vrai, depuis le début, il fait que manipuler les émotions de Cloud et des autres. On voit aussi dans le jeu qu'il essaie de manipuler Rufus. C'est marrant, à travers donc les hommes en robe noire. On va en parler dans un instant. Mais restons sur la mort d'Aerith. Donc en gros le jeu vous explique qu'il y a des mondes parallèles. Donc logiquement là vous dites est-ce qu'elle survit? Alors là, je n'ai pas la réponse à cette question parce que quand Sephiroth dans la scène où Aerith meurt dans Rebirth, il y a un moment où elle reste normale, il n'y a pas de sang, l'épée de Sephiroth est déposée quelque part d'autre, il n'y a pas de sang du tout. Tu crois vraiment, enfin vous croyez que Cloud a sauvé Aerith. Et ensuite, il y a une transition. Et là, il y a du sang. Et Aerith, elle tombe, elle meurt. Il y a le sang, blablabla, tout ça. Donc, il s'est passé quelque chose là. Maintenant, on va reculer une seconde. Parce que il y a eu le moment que moi, j'ai adoré, que j'ai surkiffé. C'est le moment où on a la dream date, le rêve avec Aerith, où Aerith se lève et il y a Cloud qui sort de son fauteuil. On n'a pas la confirmation si c'est bien le monde où Zack se trouve. On n'a pas cette confirmation-là du tout. Alors peut-être que c'est le même monde, moi je pense que oui. Donc, parce que Marlène avait dit, une fois que Aerith se réveille, Sephiroth va venir tuer Aerith. C'est ce qu'elle avait dit, Marlène. Donc on a cette date, et pour moi c'est une façon, même Sephiroth le dit à Aerith, c'est là que tu te caches. Essaie de te cacher là. Et je pense que Sephiroth est un peu comme les Reapers dans Mass Effect. Il essaie de trouver tous les obstacles en fait qui vont être sur son chemin pour l'empêcher d'arriver à son but. Donc de contrôler le live stream et contrôler la planète, blablabla, retrouver Genova, blablabla. Donc il essaie de trouver tous les obstacles et l'obstacle number one c'était Aerith. Dans Remake, ce qu'il avait arrivé à faire, il avait sapé le pouvoir du matériel d'Aerith, la matériel blanche qui est devenue transparente. Dans Rebirth, au début, on voit que Aerith parle avec Red et dit que sa matéria, elle est transparente, elle ne se rappelle plus de ce que c'était, blablabla, elle a perdu des choses. Ensuite, elle finit par retrouver ça dans ce monde de rêve parce que la matéria blanche est avec elle. Elle le confie à Cloud et ensuite elle jette Cloud dans la porte, une porte basée sur l'émotion parce que c'est la première fois que Aerith voyait Cloud, c'est dans un endroit important pour elle. Et c'était la deuxième rencontre avec Cloud, mais la rencontre la plus importante parce que Cloud est tombé des cieux sur le lit de fleurs, ça l'a sauvé, blablabla. Et c'est le moment où Cloud et Aerith
se rencontrent l'un l'autre pour de vrai. Et c'est un moment très important émotionnellement. Et c'est là l'endroit où Cloud peut voyager dans l'autre monde, retourner dans le monde du joueur. C'est quand même assez ouf, donc moi je le comprends comme ça. Et donc Aerith lui confie la matière blanche et Aerith reste derrière et on voit Sephiroth qui arrive le moment le plus effrayant. Là, franchement, je vois ça. Ça m'a rappelé, je sais pas si vous connaissez, mais il y a un comics d'Alex Ross sur Superman où il a un méchant qui s'appelle Gog qui essaye de partir dans des mondes parallèles pour tuer tous les Superman et ça m'a rappelé ce moment-là. Ça m'a rappelé ce moment, c'est très effrayant et je trouve qu'il y a ce côté-là dans Rebirth en fait. Donc il y a Sephiroth ou l'énergie de Sephiroth ou même Jenova, on va en parler. Est-ce que c'est Jenova, est-ce que c'est Sephiroth? Et donc il y a donc Sephiroth qui essaie de tuer tous les Aerith, tous les obstacles en fait. Donc Cloud, il repart avec la matière blanche, blablabla, et donc il se retrouve donc au moment fatidique. Et là c'est Aerith qui a maintenant la matière blanche. Cloud confie la matière blanche à Aerith dans la forêt. Et ensuite, Aerith s'en va prier pour Holly, donc pour prier parle mieux Raphaël. Elle va prier pour que Météor soit arrêté. Donc Météor étant le sort que lance Sephiroth et Jenova pour détruire la Terre, blablabla. Bref, donc on a ce moment-là. Il y a tout ça qui s'est mis en place là. Donc à un moment donné, et voici ça c'est ma théorie. Comment moi je le comprends. Aerith elle meurt. Et en ce moment tu as tous les flashs. Et Sephiroth, il crie victoire. Il crie pas victoire parce qu'il a tué Aerith. C'est pas pour ça pour moi qu'il crie victoire. Il crie victoire parce qu'en fait, il a réussi son plan dans du remake de remaker l'histoire originale. Parce que dans ce moment-là où Aerith elle meurt avec tous les flashs, pour moi, là, Sephiroth vient de changer l'histoire originale. Ce moment clé, pour lui, il l'a changé. Il a refait ce monde-là, en fait. Je ne sais pas comment ils vont expliquer ça, mais moi, c'est ma théorie. C'est ma théorie que ces deux mondes-là se sont mélangés maintenant. Le FF7 original et Rebirth, dans ce moment précis de la mort d'Aerith, ça s'est mélangé. Et c'est pour ça qu'on a les flashs avec le sang, et même le côté sans le sang, c'est parce que les deux viennent se croiser, en fait. Et Sephiroth, il est heureux parce que là, il a la clé, pour le coup. Là, il vient de rétablir le lien où son obstacle principal, Aerith, capote dans les deux cas. Ça, c'est ce que je comprends. Je peux me tromper, c'est juste ma théorie. Ou bien les flashs, c'est juste histoire de se rappeler ce qui s'est passé en 97 pour vraiment tirer la laméchette aux joueurs. Ça a marché sur moi, je vous promets. Vous pouvez voir ça dans ma vidéo. Donc pour moi, ça a marché. Et donc du coup, là, Aerith, elle meurt. Et là, je trouve que c'est tellement bien fait. Mais tellement. La mort d'Aerith, je trouvais ça tellement bien fait parce que, contrairement à la mort de Jessie, c'est pas étiré. C'est magnifique. C'est émotionnel. Et c'est superbement bien joué. Brianna White en anglais fait un travail exceptionnel. Les lignes de dialogue sont super bien écrites. C'est touchant, c'est marquant. Ça va droit au cœur. La musique, le combat juste après, le combat final. Parce que juste après ça, c'est le combat final de chez Final. Et c'est un combat épique de chez Epic. Le truc, moi j'étais en larmes, en pleurs pendant que je me battais avec Jenova jusqu'à la fin. Et donc dans ce grand combat final, on a une Aerith qui vient nous aider. Et là, je pense que ça, c'est la Aerith, l'esprit d'Aerith qui est en communication avec le live stream. C'est celle qu'on verra à la fin de Rebirth. L'esprit qu'on voit avec qui on parle, c'est cette Aerith-là. C'est pas la Aerith qui est allongée, ça, elle est finie, elle est morte. Mais la Aerith qu'on voit qui vient nous aider, c'est la Aerith, donc de l'esprit qui vient se taper le combat avec Sephiroth. Et même Sephiroth lui dit, je t'ai sous-estimé. Je t'ai sous-estimé parce que Sephiroth pensait que sa nouvelle manipulation, cette nouvelle façon de faire, il se serait débarrassé d'Aerith et non. Et non, malgré tout, elle reste là. Et là, Sephiroth réalise que finalement, c'était pas aussi facile que ça. Il va devoir faire autre chose. C'est pour ça qu'il dit I underestimated you. Je t'ai sous-estimé. C'est pas Cloud qui dit ça, c'est Aerith. Donc Aerith reste son plus grand obstacle. Et la façon dont il pourra faire qu'il va peut-être gagner, c'est contre les Cloud. Et là, on entre dans une
Une autre partie, c'est justement les hommes en robe noire, Sephiroth, Jenova, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le délire? Et pourquoi, il y a une question qu'on m'a posée, pourquoi les fileurs blancs se sont attaqués à Cloud quand il est arrivé à l'ancienne cité, Forgotten City, la cité oubliée? Bah, c'est tout simple, c'est à cause de Sephiroth. Pour la faire simple, en fait, Jenova ou Sephiroth, pour moi c'est ça la question, est-ce que c'est Jenova ou Sephiroth? Parce que donc on arrive dans le temple des Cetra et qu'on a le grand flashback des Cetra que j'ai adoré, j'ai surkiffé ce moment vraiment génial. Il t'explique en fait que Jenova, la calamité venue du ciel, était capable de manipuler à travers ses apparences, parce qu'elle pouvait incarner n'importe qui, elle pouvait justement manipuler les gens, Jenova. Et qu'est-ce qui se passe dans Remake et Rebirth? Ce sont des personnes qui manipulent les autres. Il y a Glenn qui manipule Rufus, et il y a Sephiroth qui manipule Cloud. Mais est-ce que c'est Sephiroth? Non, pour moi c'est pas Sephiroth. Pour moi c'est Jenova. C'est Jenova qui est en train de manipuler les choses pour que Cloud réveille Sephiroth. Parce qu'à travers Sephiroth, elle pourra enfin reconquérir la planète, etc. Pour moi, c'est ça l'idée. Après, il y a une théorie comme quoi que peut-être c'est Sephiroth qui contrôle Jenova et qu'à travers Jenova, il arrive donc à manipuler les autres. Bon, il y a aussi cette théorie-là. Mais moi, je penche plus pour la théorie que c'est Jenova là, qu'on fait face à Jenova dans tous ces moments-là. D'ailleurs, c'est Jenova qu'on affronte, dans ces combats qu'on voit de Sephiroth. C'est pas Sephiroth, c'est Jenova. À la fin, on a le combat avec Sephiroth, mais est-ce que c'est Sephiroth ou juste une illusion de Jenova pour jouer avec l'esprit de Cloud, pour le casser l'esprit? Pour moi, c'est plus ça. Donc là, c'est pour ça que les fileurs blancs, à un moment donné, qu'on arrive à la cité oubliée, ils essaient d'attaquer Cloud parce que pour eux, ils reconnaissent Sephiroth en Cloud, parce que Cloud, malheureusement pour lui, il a l'ADN, c'est l'ADN comme ça, mais il a l'ADN, le sang, si vous voulez, de Sephiroth en lui, et donc il est manipulable, tout comme le peut être Zack. Les deux ont le S-Sérum, donc le sérum de Sephiroth. Et c'est pour ça, que Roche, lui aussi, il pouvait être possédé par Sephiroth. Tous les hommes en noir sont des gens qui ont eu le Mako Poisoning, mais aussi qui ont été donc des sujets de laboratoire et qui ont été infectés par le sérum de Sephiroth. Donc voilà, c'est ça la dégénérescence du soldat, c'est que ça fait qu'ils sont plus malléables et plus faciles à manipuler. Et donc Sephiroth peut les incarner. À chaque fois, le jeu même te le dit explicitement, tu le vois explicitement dans le jeu. Quand Sephiroth apparaît à un moment donné, il se fait tirer dessus par quelqu'un et qu'est-ce qui se passe? C'est un homme en noir que tu vois. Un homme en robe noire que tu vois. C'est parce que Sephiroth peut les incarner. Encore une fois, moi je dis Sephiroth, moi je pense plus pour Jenova. Donc pour moi, ça me rappelle, si vous voulez, pour ceux qui connaissent, Buffy saison 7, où il y a la force du mal, le mal qui prend l'apparence des autres pour pouvoir les manipuler, pour arriver à ses fins. Parce que physiquement, il ne peut pas eux. Donc ça c'est dans Buffy, mais dans Final Fantasy VII Rebirth, il y a vraiment ce côté, je trouve, manipulation, et ils essaient de jouer avec l'esprit de Cloud. Et c'est pour ça donc que les fileurs blancs avaient attaqué Cloud à ce moment-là. C'est là qu'il soit un indice pour nous que Cloud est infecté. On le comprend évidemment jusqu'à la fin du jeu, il est infecté, et que quand il essaie de donner un coup d'épée à Aerith et que finalement il arrive à contrecarrer ça, Sephiroth est obligé d'intervenir lui-même pour tuer Aerith. Voilà. Pour moi, je trouve que Sephiroth dans ce Rebirth, il est encore plus impressionnant et beaucoup plus effrayant que dans Remake. Du moins, Sephiroth, je dis ça avec des grands guillemets parce que pour moi, comme j'ai dit, c'est plus Jenova que Sephiroth. Mais je trouve, encore une fois, qu'il a été sublimé. Autant dans le remake, je trouvais qu'il a été utilisé beaucoup trop tôt. C'était du fan service pour faire vendre le jeu. Mais je trouve dans Rebirth, là, vraiment, il a sa place. Il a sa place parce que, bon, quand on le voit, nous, c'est, je crois, la première fois qu'on le voit vraiment, c'est, si je ne me trompe pas, c'est sur le bateau nous amenant à Costa del Sol. Dans le jeu original, je crois que c'est la première fois qu'on le voit, si je me souviens bien. Et là, dans le jeu, dans Rebirth, évidemment, on l'a déjà vu dans Remake, mais là, vraiment, il a sa place, quoi. Et moi, j'ai trouvé donc que ces moments donc, de Sephiroth étaient vraiment bien amenés. Et là, donc, du coup, on arrive à la fin de FF7 Rebirth.
Il y a plein de choses à dire sur le jeu quand même. Oh là là. Là, j'ai vraiment choisi les moments qui m'ont le plus marqué, dont j'avais envie de parler vraiment un peu en détail dans cette vidéo. Mais s'il fallait faire tout le jeu, ça prendrait des heures et des heures. C'est pour ça que je ferai un live spécial FF7 Rebirth full spoil samedi à 21h. Donc n'hésitez pas à passer si ça vous intéresse et on pourra se poser des questions, on pourra discuter un peu des points dont j'ai parlé dans cette vidéo. Mais bon, ça c'est pour samedi. Là, pour le coup, je vais parler de la fin de FF7 Rebirth. Parce que pour moi, cette fin, j'ai trouvé... Bon, vous allez me dire, je me répète, mais ils ont tellement sublimé cette partie. Cette fin qu'on a dans Rebirth, ça n'existe pas dans le jeu original. Mais ce que je veux dire, c'est l'après Aerith, après la mort d'Aerith. Vraiment tout le moment après la bataille finale. Quand, donc à un moment donné, Cloud, il arrive, et il voit Aerith. Et regardez bien, vous voyez que quand lui s'approche d'Aerith, les autres disparaissent. Parce que je pense quand il demande à Aerith de se réveiller, c'est le monde qui a changé, qui n'est plus en fait. Parce que, comme j'ai dit dans mon point précédent, je pense que c'est ma théorie, que Sephiroth est arrivé à mélanger le monde de FF7 original avec celui du joueur. Il a changé la donne, où maintenant le monde original n'existe plus à ce moment-là. Et c'est devenu là maintenant le seul et unique FF7. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il a annulé, il a rechangé quelque chose dans le passé, qui fait que maintenant, le FF7 original s'arrête à la mort d'Aerith. Et la continuation, c'est là, ce sera dans le prochain. C'est là, ça commence là. Et donc, quand il demande à Aerith de se réveiller et qu'elle se réveille, c'est l'esprit d'Aerith qui est resté derrière maintenant, qui n'est plus vivante, c'est son esprit. Elle se réveille et il n'y a que Cloud qui le voit, il n'y a personne d'autre autour de lui. Et donc, ensuite, on voit évidemment tout le monde en deuil, en peine, etc. Et quand Barret dit qu'il est temps de partir, Cloud, il paraît presque joyeux, il dit oui, ok, il faut y aller, parce que pour lui, dans sa tête, il est en déni. Je pense qu'il a un côté qu'il n'a pas accepté la mort d'Aerith. Et là, il y a un petit mal de tête. Pour moi, c'est encore un rappel que le monde de FF7 original n'existe plus, qui a été annulé, et que là, maintenant, il y a ce monde-là, et donc il voit Aerith. Et je pense que Aerith, l'esprit qu'il voit, elle peut pas lui dire la vérité, mais elle est là pour le guider, pour essayer de le guider dans la bonne direction. Et après, moi j'ai une théorie aussi à ce moment-là, je pense que peut-être Tifa, voit aussi Aerith, mais ne dit rien. Je sais pas, il y a un truc dans son regard, il passe beaucoup de temps sur Tifa, le regard de Tifa envers Cloud, et quand il quitte le moment où on voit pas, quand on voit Cloud et Aerith, et puis on voit plus qu'Aerith, soit c'est pour dire que, bon, là pour vraiment confirmer avec les joueurs, Aerith est vu que par Cloud et pas par les autres, soit ils essaient de nous tourner un peu en bourrique, nous troller un peu, nous dire que non, il y a Tifa aussi qui est capable de l'avoir. Parce que n'oubliez pas que Tifa a été plongée dans le live stream. Donc je ne sais pas si elle a affecté aussi. Parce que Nanaki peut sentir Aerith. Il n'arrive pas à la voir, mais il peut le sentir. Parce que quand elle le caresse, elle dit Aerith. Il dit Aerith. Donc je pense qu'il peut un peu sentir son énergie ou un truc comme ça, mais il ne peut pas la voir, etc. Il n'y a que Cloud qui la voit. Parce qu'ils sont connectés maintenant. Je pense qu'il y a une connexion qui s'est créée entre Cloud, Aerith, Sephiroth, Zack, etc. Il y a une connexion qui a été créée à ce moment-là. Parce que Cloud ne parle même pas de Zack quand il rencontre les autres. Il ne parle pas du fait qu'il a vu Zack ou rien. C'est presque comme s'il y a quelque chose qui s'est passé. Bref, donc la fin, voilà, il s'apprête à partir vers le nord, etc. Et Cloud qui a la matéria noire. Pourquoi il a la matéria noire? Pourquoi? Contrôlé par Jenova, par Sephiroth. C'est pour ça que Sephiroth est heureux. Parce qu'il est arrivé à mélanger les deux mondes et maintenant dans ce monde nouveau, la matéria noire est de nouveau avec Cloud et c'est lui qui a la matéria noire. Alors, je suis sûr qu'ils vont expliquer pourquoi, comment ça s'est arrivé. Moi, je ne peux pas vous dire exactement dans les détails comment ça s'est passé, mais je pense que c'est en relation avec le fait que Sephiroth a changé quelque chose dans le cours de l'histoire du jeu original et que maintenant on a un nouveau timeline, tout nouveau, qui va être entre guillemets unique jusqu'à que on arrive soit à activer les mondes parallèles, soit que ça va tous se réunir et il y aura un grand combat final et épique entre plusieurs versions de Sephiroth, plusieurs versions de Cloud, enfin je sais pas, presque comme c'est un gros combat de multivers final. Ça c'est juste une théorie. Mais là pour l'instant, moi ce que je pense c'est que Cloud, là le Cloud qu'on voit à la fin,
il est infecté vraiment par Sephiroth et Sephiroth a assez de confiance, d'arrogance pour croire que c'est bon, il va gagner. Parce qu'il est arrivé à infecter Cloud. Pour moi, c'est ça un peu la clé de ce moment-là. Je pense que ça va être expliqué plus tard, mais c'est ce que moi je comprends. Ensuite, évidemment, la conversation avec Aerith, Aerith qui dit qu'elle va prier pour Météor, pour contrer Météor et tout. Je pense que déjà, ça explique aux joueurs pourquoi on voit cette Aerith-là, pourquoi elle reste, pourquoi tout ça. Elle est obligée de rester parce que son esprit n'est pas retourné vers le live stream quand il est supposé être, parce que le jeu t'explique qu'à ta mort, ton énergie retourne dans le live stream et tu renais sous une autre forme, etc. Et là, pour le coup, Aerith n'est pas retournée au live stream. Elle reste dans son état d'esprit parce qu'elle veut continuer et va aider la live stream, la planète, à se défendre face à Météor. C'est l'explication la plus simple que je peux vous donner. Et donc, Aerith reste derrière, est obligée de rester au point central donc, pour prier, qui est donc la cité oubliée, Forgotten City. C'est là où c'est à cet hôtel qu'elle doit prier. Elle doit rester là pour pouvoir prier pour que Météor soit contré. C'est pour ça qu'elle reste. C'est pour ça qu'elle accompagne Cloud en tant qu'esprit, j'imagine. Et pour nous, en tant que fans, en tant que joueurs, je trouve que là, l'équipe donc de Rebirth nous a offert une mort d'Aerith sublimée, mais aussi un peu plus douce. Parce que dans le jeu original, elle meurt et c'est tout. On ne la voit plus, on ne l'entend plus, on ne lui parle plus, c'est fini, elle n'a pas de discours de fin. Elle meurt tout simplement. Tuée par Sephiroth. Et beaucoup dans le jeu original pensaient que Aerith est omnipotente. Pas du tout. Elle n'est pas omnisciente dans l'original. Elle ne savait pas qu'elle allait mourir. Elle pensait qu'elle allait pouvoir juste prier et pour pouvoir sauver la planète. Elle ne s'attendait pas à mourir. Je pense qu'elle était surprise par sa mort quand elle est morte. Et je pense qu'elle pensait que Cloud allait la sauver. Mais elle est morte. Mais elle a réussi à prier pour lui parce que dans le jeu original, on la voit prier. On la voit qu'elle est toujours là, présente, son esprit est toujours là, prier pour que Météor soit contré. Et là, il réplique ça dans Rebirth. Sauf que là, c'est beaucoup plus doux parce qu'on a la conversation. Elle parle avec Cloud. Elle lui dit, je vais faire de mon mieux et le reste, je te laisse te charger du reste. Bon, vous avez compris ce que j'ai dit. Et Cloud lui dit, il va y arriver. Et ensuite, il y a les paroles, no promises, promis, etc. Et là, les larmes coulent évidemment un peu tout le monde. Ah non, je vais résister. Hein. Ah non, pas question. Hein. Non. Raphaël, ne pleure pas. Résiste. Donc, à ce moment-là, donc Cloud s'en va. Et là, elle reste derrière. Et elle dit... en français, je sais qu'elle dit adieu Cloud, mais je préfère la version anglaise parce qu'elle dit goodbye. Parce que le goodbye, c'est à Cloud et à la team, mais à nous en tant que joueurs. Aerith nous dit au revoir. Donc, Hamaguchi et la team, ils nous ont offert une mort sublimée d'Aerith. Et je vous dis direct cash, et j'ai pas besoin d'attendre pour le dire, la mort d'Aerith en Rebirth est beaucoup plus fort, beaucoup plus impactant, beaucoup plus émotionnel pour moi que dans le jeu original. Ils ont réussi à surpasser ce moment tellement épique dans le sens tellement inattendu à l'époque, mais ce moment extrêmement fort, ils l'ont sublimé pour moi. Pour moi, ce moment est le moment de Rebirth, comme il devait l'être. Ils l'ont sublimé et j'avais pleuré pour l'original, mais là, j'ai pleuré encore plus fort que dans l'original. Tellement le jeu d'actrice de Brianna White, la mise en scène, la musique, tout ce qui s'est passé, tout ce qui est arrivé avant dans le remaniement de Rebirth, la date, etc. Tout ça a fait que c'est sublimé en fait. Et ce au revoir, ça me déchire le cœur, cet au revoir. Ça me déchire le cœur. C'est Aerith qui me dit au revoir. Pour moi, FF7 Rebirth a réussi son pari. Pour moi, peut-être ce sera le joyeux de cette trilogie. Peut-être, je ne sais pas. On verra comment ils vont faire pour le troisième, mais là, après cette fin, je fais une confiance totale à la team Hamaguchi, Kitase, etc. Je fais une confiance totale à cette team parce qu'ils ont réussi à faire beaucoup mieux que Remake. Pour moi, Remake, c'est un brouillon. Rebirth, c'est vraiment masterclass, c'est un chef-d'œuvre. Mon GOTY de cette année déjà. Je ne sais pas s'il y a un autre jeu qui va arriver à le déloger de sa place avant la fin de l'année, mais pour moi, c'est mon GOTY. Ce jeu est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un exemple, comme peut l'être les jeux Resident Evil, de comment on fait un remake, comment on fait un jeu basé sur un jeu ancien, rétro, le remettre au goût du jour et le sublimer
tout en gardant l'ADN de l'original, tout en faisant honneur à l'original. Ce jeu, ce FF7 Rebirth est le remake que j'aurais voulu avoir en 2020. Je crois que c'est le plus beau compliment que je peux lui faire. Le FF7 de mes rêves que je rêvais en remake depuis 97, depuis 2000, depuis 2006, depuis toutes les fausses vidéos, les trolls qu'on a eu, les démos techniques sur la PS3. Depuis tout ce temps-là, moi j'attendais vraiment un FF7 nouveau remaké. C'est celui-ci. C'est celui-ci que j'aurais aimé avoir en 2020. Pour moi, ce Rebirth, j'ai envie de dire que c'est la perfection. En fait, j'ai envie de dire que c'est la perfection. Ils ont réussi. Il y a des défauts dans ce jeu, mais je n'ai pas envie d'entrer dans ces détails-là. Vous avez ça dans mon test. Allez voir mon test si vous voulez voir les défauts. Mais franchement, c'est très très peu. Moi, vraiment, ce jeu, il est rythmé, il est bien mis en scène, jeu d'acteur de ouf, chara design extra, les quêtes annexes avec en sujet les personnages, nos compagnons pour améliorer l'affection, la date, Gold Saucer, le combat final, les matérias, les invocations. Moi j'adore Chadé, vive Chadé, hein, voilà pour moi, Chadé chez le roi. Bref, il y a tellement eu d'améliorations, c'est un vrai level up pour ce Rebirth. Putain, ce jeu, c'est juste une classe monumentale, c'est un joyau, c'est un putain de joyau. De me dire que ils ont réussi un coup de maître avec ce Rebirth, c'est quand même assez exceptionnel. Pour moi, en fait, là, vraiment, ils ont mis tellement la barre haute que je me dis comment ils vont faire pour la troisième partie. Mais il y a de quoi faire, il y a vraiment de quoi faire. On a encore l'histoire de Cid à voir, l'histoire de Vincent. On doit conclure l'histoire de Cait Sith. Il y a l'histoire avec Rufus, avec Wutai, avec Yuffie. On doit continuer l'histoire de Tifa. Qu'est-ce qui va se passer avec son narratif? Il y a les armes. Il y a aussi évidemment Sephiroth, Genova, la Materia Noire. Il y a tout l'arc de Clark qui doit se conclure pour comprendre un peu tout ce qui s'est passé. Bref, il y a tellement en fait que le troisième jeu, on n'aura aucun mal à être généreux, à faire presque comme Rebirth, avoir 100 heures de jeu, ce que vous voulez. Ça va être absolument énormissime. Je vous mettrai pas mes attentes pour la troisième partie ici parce que sinon, je sais pas. Au moment où j'enregistre là, je ne sais pas c'est quoi la durée de la vidéo. J'en ai aucune idée. Mais si je fais ça maintenant, ça va être encore plus long. Donc je vais faire une autre vidéo séparée pour parler de mes attentes pour la troisième partie, tout ça. Mais si vous voulez discuter de FF7 Rebirth en spoiler, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Est-ce que j'ai dit des conneries? Est-ce qu'il y a des choses que vous me dites non mais Raphaël, t'as mal compris? N'hésitez pas, moi vraiment, je parle de ce que moi j'ai compris dans le jeu. Et je vais dire aussi, moi j'ai pas eu la chance de pouvoir lire. Il y a un roman, je crois, une nouvelle qui a été publiée, etc., qui a été écrit, je crois, par Nomura ou Kitase, je m'en souviens plus, qui est en rapport avec Rebirth. Je l'ai pas lu malheureusement. Il y a des choses canoniques qui sont autour de FF7 Rebirth que j'ai pas eu la chance de lire ou de voir encore. Donc voilà, pour moi là c'est vraiment ma réaction, mon avis basé sur ce que moi j'ai vécu sur FF7 Rebirth. Je n'ai pas, j'ai pas la science infuse sur ça. Je suis pas une encyclopédie FF7, même si je suis ultra passionné. Il y a des choses que peut-être j'ai ratées, peut-être que j'ai mal compris. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. J'aimerais beaucoup discuter avec vous et avoir vos théories, avoir votre compréhension de ce qui s'est passé. Est-ce que vous pensez aussi que le truc avec le monde mélangé, est-ce que vous trouvez que j'ai raison ou pas? Je sais aussi que par exemple il y a un troisième stamp. Vous savez, le petit chien avec le casque qu'on trouve. Qu'est-ce que ça veut dire? Blablabla. Bref, il y a tellement à théoriser, tellement à faire que voilà, une seule vidéo ne suffit pas. Là, vraiment, je voulais vous donner mon avis sur les moments qui m'ont marqué moi dans Rebirth. Ensuite, je vous ferai des vidéos, évidemment, une fois qu'on aura un peu analysé tout. On va analyser des choses, des trucs spécifiques, faire des théories. Tout ça sera à venir, évidemment. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Mais en tout cas, laissez des commentaires, expliquez-moi vos théories, expliquez-moi ce que vous avez compris. Si vous avez vos propres analyses, n'hésitez pas. Et ce samedi 21h, on fera donc le live spécial Final Fantasy VII Rebirth full spoiler. Donc si vous voulez venir discuter, poser des questions, n'hésitez pas. Je serai avec vous évidemment et je vais lire ce que vous avez à dire. On va discuter, on va papoter. On va voir un peu, on va revenir sur les points que j'ai fait dans cette vidéo. Particulièrement si vous êtes d'accord ou pas d'accord, n'hésitez pas. Ce samedi 21h sur ma chaîne YouTube. Donc abonnez-vous, likez cette vidéo et laissez des commentaires. En tout cas, Final Fantasy VII Rebirth est une excellence de remake. Pour moi, c'est un exemple à suivre sur comment sublimer un jeu original tout en gardant l'ADN et rendre hommage au jeu original et en ajoutant même sa propre patte, sa propre touche, sa propre identité au jeu.
Et je tiens à dire mon moment préféré, parce que je sais qu'on va me demander c'est quoi mon moment préféré. Hormis évidemment le moment émotionnel de la mort d'Aerith, hormis la date que j'ai adorée, que ce soit avec Barrett et Aerith, il faut que je fasse les autres dates d'ailleurs. Je ferai une vidéo où je vais réagir à tous les autres dates parce qu'on m'en l'a demandé et j'ai envie de le faire. Mais le moment préféré, c'est très personnel, c'est à Costa del Sol parce que j'ai pu avoir Cloud en tenue de bain et il est super beau. Il est super beau. J'ai pris tellement de photos, tellement de vidéos, il est super beau. J'ai envie de pleurer tellement il est beau. Bref, Costa del Sol, c'était mon moment préféré. Hors scénario principal, c'était mon moment préféré de ce FF7 Rebirth. Costa del Sol, sublimé de ouf, super moment. Vraiment, j'ai surkiffé ma vie dessus. Si ça vous intéresse, j'ai fait un let's play complet en live de Final Fantasy 7 Rebirth où je romance Aerith et où je fais des choix évidemment les plus personnels possibles. Et moi, personnellement, de mon côté, je ferai notre run, je ferai les autres, je vais finir des missions, etc., tout ça. Et je ferai donc d'autres vidéos sur FF7 à venir, donc n'hésitez pas à suivre. Bref, vive Final Fantasy 7, vive Cloud, mais surtout, merci à Maguchi, Kitase, Nomura, toute la team. Merci beaucoup d'avoir fait de ce Rebirth un masterpiece, un chef-d'œuvre. Et je suis, en tant que fan de 1997, ultra fan de Final Fantasy 7, ce jeu qui est le jeu de ma vie, où je suis très attaché à ce jeu original. Merci de m'avoir fait revivre et vivre encore plus fort des émotions que j'avais vécues à l'époque, que je revis avec ce Rebirth, et de façon sublimée. Merci beaucoup.